Bon matin à tous. C'est rare qu'on dise ça bon matin au café, mais des fois, c'est le fun d'avoir un peu de liberté pour parler de plein de beaux sujets qu'on a moins le temps d'aborder dans la version régulière des cafés qui dure quand même 1 heure, mais le fait de se poser est une excellente chose dans la vie. Comme je l'avais écrit sur Facebook hier ou avant, hier, ouais, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on vous offre un café spécial. Euh, Peut-être pas tant joyeux, mais combien important d'en parler. On va parler, entre autres choses, de prévention du suicide et on va un peu, entre guillemets, se servir du décès d'une ancienne collaboratrice des capés pour un peu démystifier tout ça, comment gérer tout ça, que- comment vivre ça carrément. Donc, j'accueille aujourd'hui Sébastien Gorget et Amélie Rochette. Amélie Rochette est du Centre de crise de Québec. Sébastien étant, je ne sais pas trop, on dit-tu ex-conjoint, ou en tout cas, il a vécu pendant 22 ans avec Hope Savard qui nous a quittés il y a maintenant quelques semaines. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour Michel, D'entrée de jeu, on se tutoie, tout est bon pour tout le monde? c'est Bien très entendu. bon. Parfait. Euh, J'ai envie de commencer avec toi, Sébastien. Raconte-nous un peu la dernière, quoi, année à tout le moins? Moi, j'aurais dit un bon pratiquement 3 ans 3 ans, OK. de difficultés importantes. Mm. Ok, c'est ça. Aube, ma conjointe, était chroniqueuse chez vous, elle me parlait de voyage. Aube Ouais. était une personne à mobilité réduite. Elle marchait en petite béquille, mais elle voyageait avec un fauteuil roulant. Puis avec elle, on a réussi à faire 35 pays. Aube, elle a réussi à voyager même toute seule à Singapour et à Bali. C'était vraiment quelqu'un qui se battait dans la vie pour réussir à vivre comme tout le monde, malgré un handicap important. Quel était son handicap? Elle avait une maladie rare, genre Téléthon, euh, une dysplasie spondylo-épiphysaire multiple, je pense une chance sur 1 million. C'est une maladie qui détruit les cartilages de toutes les articulations, tranquillement. OK. C'est beaucoup de douleurs. C'est douleurs chroniques, Qui dégénère en vieillissant. ouais, voilà. Ouais. Donc, c'était marcher avec des béquilles depuis qu'elle avait, je pense, 12 ans. Puis ça allait pas trop mal. Elle a rencontré un médecin quand elle avait dans la vingtaine, un médecin qui avait réussi à lui faire un cocktail de médicaments miraculeux après plusieurs essais, mais elle avait réussi comme ça à gérer sa douleur et à avoir une belle vie active. Elle a étudié à l'université, elle était impliquée dans des membres du conseil d'administration d'Handicap International Canada. Elle travaillait, elle était vraiment très impliquée. Elle travaillait même à l'OPHQ, donc l'Office de protection des personnes handicapées. Euh, Vraiment quelqu'un qui était volontaire, active. Et c'est ça. Puis il y a 3 ans, en fait, son médecin de famille, il a pris sa retraite. Le gars qui avait soigné un petit peu qui l'avait aidé dans sa gestion de la douleur. Le gars Il qui a pris avait, sa qui avait réussi à faire le cocktail, hein. Ah ouais, l'ange, comme elle décrivait. Et ce médecin de famille, quand il est parti en retraite, tous ses clients, tous ses patients ont été remis dans le système de santé, dans le gros pot dans lequel tout le monde attend. Résultat, ma conjointe, après 3 ans, malgré qu'elle soit ultra prioritaire, n'a jamais eu d'autres médecins de famille. Et puis, la gestion de la douleur, ça veut souvent dire des opioïdes, ça veut dire des antidépresseurs, ça veut dire tout un cocktail de médicaments pour lequel il faut avoir quand même un suivi très régulier, quoi. Fait qu'avec le temps, elle a réussi à rencontrer d'autres médecins, mais toujours en clinique sans rendez-vous. Fait qu'ils ont changé sa médication sans jamais faire de suivi. Ça fait que ça a été une première dépression, une deuxième, des crises d'anxiété.
Euh, Puis ça a fini avec une première tentative de s'enlever la vie en début d'année. Là, ça a été d'essayer de remonter la pente, mais elle n'a pas réussi à remonter la pente. C'est ça. C'est quand même je dirais, le handicap est en lien là, dans ce que je viens de vous dire. C'est quand même la souffrance, la douleur. Ça crée d'énormes problèmes qui peuvent pousser à mettre fin à ces jours. Donc, c'est pour ça que moi je suis là pour en parler au CAP parce que les personnes qui sont en situation de handicap sont vraiment ultra vulnérables à avoir une dépression majeure. Puis elle n'est pas la seule. Je veux dire, il y a d'autres personnes depuis quelques années qu'on sait qui ont commis l'irréparable à cause de ça, à cause du système, à cause du je suis plus capable. Je suis plus capable Ouais. de vivre dans cette situation-là. Puis je vois pas de porte de sortie. Donc, Amélie, j'imagine que c'est le genre de situation que vous voyez, vous autres, au centre de crise. C'est sûr que quand on parle de situations où on se sent impuissant, qu'on a perdu le contrôle, on ne sait plus où est la prochaine porte, où est-ce que je peux cogner, puis même mon état se dégrade et c'est la spirale qui embarque. Je pense que c'est pas juste une situation vécue par des personnes qui vivent un handicap, mais c'est sûr que c'est une vulnérabilité de plus qui s'ajoute dans le poids d'une situation qui se dégrade. On peut voir ça aussi avec des gens avec des problématiques en santé mentale récurrentes qui se répètent ou en fait, toute situation de vie, la vie n'est pas simple. Pour certains, c'est encore pire. C'est pas un fleuve tranquille, mais j'ai envie de vous dire aussi à tous les auditeurs, puis à Michel et Sébastien, j'ai mes sympathies parce que je trouve ça très important. On ouvre une porte de discussion suite à un décès quand même. Je veux quand même dire que le but, c'est de redonner un peu de lumière à ceux qui sentent qu'ils sont dans le noirceur en ce moment, puis, et leurs proches. Et leurs proches. Parce que ce qu'on voit, nous, au centre de crise, beaucoup de proches. On a une moyenne de 20 000 interventions par année, en moyenne. Mais là-dedans, c'est pas 20 000 personnes en crise qui appellent. Il y a énormément de proches qui s'inquiètent, qui savent plus quoi faire, comment s'y prendre. Quand ça va mal, c'est pas là qu'on a la tête à réfléchir aux solutions. Souvent, c'est les autres qui vont nous aider à travers les années, comme Sébastien, 3 ans. C'est 3 ans et ça peut être lourd à porter malgré que tout l'amour était là, toute la volonté, mais il y a effectivement un système parfois qui n'arrive pas à attraper ces gens-là. Puis c'est de là est venue l'idée d'ouvrir des centres de crise là, en 1980 quand même. Mais reste que c'est la raison d'exister, là, le centre de crise. Puis j'imagine qu'il y a, en 80, donc il y a un peu plus de 40 ans, ces gens-là, le suicide était un peu plus tabou que maintenant, quoique je pense qu'il est encore tabou d'en parler. Mais il y a 40 et quelques années, ça devait être à peu près impossible d'en parler. Oui, en fait, les centres de crise, c'est pas spécifiquement pour la prévention du suicide. On sait qu'il existe des organismes en prévention du suicide un peu partout à l'échelle même fédérale, mais au provincial, quand la recommandation d'ouvrir les centres de crise est venue, c'était pour désengorger les hôpitaux. Déjà, à l'époque, il y avait ce problème-là en 85. Le ministère de la Santé regardait la situation puis il trouvait que les délais d'attente dans les hôpitaux étaient démesurés. Il y avait déjà une surcharge, puis là, on sait qu'aujourd'hui, on est encore au même endroit, et même fois 10, fois 1000. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Mais ce qui était constaté à l'époque, qui est encore aujourd'hui, c'est que la très grande majorité des demandes de consultation aux urgences, c'est en lien que tout ce qui est attrait à la santé mentale, de ne plus être en mesure soi-même de trouver des solutions puis de chercher des avenues différentes. Les gens arrivent à l'hôpital en très grande détresse et le réseau de l'urgence fait de son mieux pour contenir puis offrir des solutions, mais c'est sûr que ça prend quelque chose de plus que d'aller aux urgences. Ça prend quelque chose d'autre qui suit ou même qui peut remplacer dans certaines situations. C'est ça le mandat du centre de crise. Parce que les urgences, eux, vont traiter le côté aigu de la chose, de la crise. Mais
ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tout plein d'affaires en dessous de l'eau, on va dire comme ça, suite à une présence à l'hôpital. Sébastien, je voulais revenir à toi. Tu parles de 3 ans de chute, on va le dire comme ça. Ouais. Est-ce que le médecin de famille que Aube avait l'a averti longtemps avant où il est arrivé, puis du jour au lendemain, c'est peut-être un peu exagéré, mais très rapidement, il dit moi j'arrête, je prends ma retraite, organisez-vous. C'est un peu Non, non, bêtement dit, mais. on le savait parce que c'est aussi mon médecin, c'est aussi le médecin de son père. Enfin, on est tous maintenant retournés sans médecin. Non, on le savait, mais par contre, il n'y a pas d'accès à d'autres médecins tant que lui est en activité. Donc, il faut attendre que ce soit fini, et puis après, ça retourne dans le système. Puis ici, moi je suis à Montréal, on est dans un quartier où il y a un gros hôpital à côté. Donc, les médecins sont tous pris dans cet hôpital-là. Il n'y aura jamais de médecin dans notre quartier. On n'a plus l'autorisation d'aller à Laval ou Longueuil comme c'était avant, parce qu'avant, son médecin était à Laval. Maintenant, on nous empêche, il faut que ce soit dans notre secteur. Donc, on n'a aucune chance d'avoir un médecin de famille. Pour Aube, c'était un désespoir. Là, c'était vraiment de dire, aujourd'hui, on parle d'espoir, mais à ce moment-là, c'était vraiment un des points désespérants pour elle de dire non, jamais j'aurai de médecin. Elle avait une panoplie de médecins spécialistes qui s'occupaient d'elle. On avait, je pense, une dizaine qui allaient s'occuper de ses coudes, de ses genoux, de son dos, de ses poumons. Elle en avait 10. Le système de santé travaillait fort. Il est bon, le système de santé. Mais elle avait tout un orchestre, mais pas de chef d'orchestre pour gérer tout ça. Pour gérer la prise de médicaments, les petites choses en fait qu'il aurait fallu suivre régulièrement tous les mois. Donc, ça n'a pas marché. Le day-to-day de la maladie, on pourrait peut-être dire. Ouais, ce que les gens ont vraiment besoin. Dans son cas, à elle, c'était vraiment, elle s'est sentie abandonnée par ce système-là. Et qu'après, quand elle a fait sa première tentative de suicide, puis que je lui ai parlé du centre de crise et des choses comme ça, elle a eu beaucoup de mal à accepter de se faire aider par un système qui l'abandonnait. C'est ça qui a été difficile. C'est qu'elle a fait une première tentative, elle a été hospitalisée pendant quelques heures avec un rendez-vous qui allait être 1 mois et demi plus tard. Donc moi, je l'ai récupérée très, très inquiet de la situation. Jour après jour, j'étais obligé de prendre ses médicaments et de lui donner au compte-gouttes pour contrôler tout ça. C'était dur pour elle, pour l'entourage, comme tu disais, Amélie, c'est très difficile aussi. Je comprends que vous avez beaucoup d'aide à donner à l'entourage parce que ça peut être très difficile. Amélie, c'est des choses qu'on voit souvent, ça. Une présence aux urgences ou à l'hôpital, puis après ça, pas de maintien, pas de suivi, ou comme Aube avait, c'était après 1 mois et demi. Dans ma tête, ça fait aucun sens. C'est pas. Si je suis en crise maintenant, c'est maintenant que j'ai besoin, pas dans 1 mois et demi. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas l'urgence qui va offrir le suivi. Hein? Puis l'urgence n'a jamais eu la prétention de faire ça non plus. Mais la réalité, c'est quand suite à une tentative de suicide, c'est évident que le besoin va dépasser le passage à l'urgence. Ça, c'est sûr. Un hôpital, là. Moi, je dis souvent aux gens qui m'appellent, c'est pas là qu'on va aller chercher la relation d'aide, le soutien psychologique, la chaleur humaine. Je dis pas que c'est pas des gens qui ont de la chaleur humaine, là. OK? Il y a de tout. OK? C'est pas ça c'est pas là la critique, mais plutôt dans le sens que qu'est-ce qui suit l'hôpital? Et c'est là que, puis là, je rentrais pas dans le cas spécifique d'Aube, parce que je le connais pas suffisamment, mais ce qui peut arriver souvent, c'est que la personne va refuser parce qu'elle a perdu confiance, parce que ça ne dit pas, elle n'a pas l'énergie. Puis ça, c'est des symptômes de ce que c'est qu'une crise, en fait. Parce que la crise, qu'est-ce que ça l'amène? C'est une impression que plus personne ne peut m'aider, il n'y a plus rien à faire. Je vais m'arranger tout seul, je vais toffer ça, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, c'est la bulle noire, hein? Peut-être même certains l'ont vécu. J'ai l'impression que plus rien ne peut aider.
Et c'est pour ça que c'est souvent des proches qui vont nous contacter. Parce qu'eux, ils voient bien que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, elle ressort, je suis inquiet, je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est pour ça que souvent, nos premiers contacts avec la personne, c'est soit accompagné d'un proche, d'un référent, de quelqu'un qui s'inquiète. Puis nous, notre but, c'est de créer une alliance, créer un lien avec la personne, puis lui dire, ben oui, effectivement, aller à l'hôpital, il n'y a rien de plaisant à ça. C'est pour personne. C'est pas un espace de plaisir, on s'entend. Mais le but, c'était d'arrêter une tentative de suicide ou garder en vie. Là, hein? On platche le bobo, là, on met un plaster, mais il y a un travail à faire après. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui crie? Et l'espace d'humanité que ça crée, cette alliance-là, peut nous permettre d'avancer à la prochaine étape, mais main dans la main avec quelqu'un, pas tout seul. Et c'est là, je trouve, toute l'importance d'arrimer avec un suivi qui est adapté. Puis le centre de crise, hein, c'est 24/7, c'est gratuit. Les hôpitaux nous connaissent. En tout cas, à Québec, c'est comme ça. On a un partenariat avec eux. Ils nous appellent dans des cas comme ça. Là. OK. Pour ceux qui nous regardent, vous avez vu que Sébastien a eu quelques soucis techniques. Il va assurément nous revenir dans les prochaines minutes. On va continuer avec Amélie qui est là, puis on est capable de continuer quand même, comme je vous dis, à se parler. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'années. Sébastien a parlé de 3 ans avant que le geste se pose. Et, tu sais, je veux dire, il faut avoir quand même une foutue force de caractère, puis malgré qu'on se sent descendre, qu'on se sent glisser, ben, on est capable d'essayer de... En tout cas, on a le vouloir d'essayer de s'accrocher à certaines choses, malgré qu'on se sent descendre dans une place où c'est pas le fun à aller. Pour la personne qui vit la crise, qu'est-ce que c'est? C'est une impression que je vais essayer des choses. Au départ, ça commence comme ça. J'ai un problème, ça me dépasse, c'est plus gros que moi, je sais pas, rupture amoureuse, déménagement, perte d'emploi, perte d'autonomie. Il y a des événements qui peuvent soit s'accumuler ou un gros événement qui vient tout chambouler. Et là, je fais de mon mieux pour m'adapter à la situation comme tous, hein, on fait tout ça, on essaye des choses, puis on se dit, bon, je pourrais déménager, je pourrais demander de l'aide à quelqu'un, je pourrais, je sais pas, faire un emprunt, je pourrais, bon, peu importe, je cherche des solutions. Mais à un moment donné, les solutions, il n'y en a plus. Ça arrive là. Il y a un bout. Ou j'essaie des choses qui me nuisent. Hein. Parfois, on peut voir des gens qui disent, ben j'ai tellement mal que je vais consommer. Je vais consommer une drogue, je vais m'arranger par moi-même, je vais faire de mon mieux. Je ne sais plus quoi faire. J'essaie des choses qui me nuisent. Et tenter de diminuer la pression. Mais la pression ne diminue pas, puis même augmente. Parce que souvent, on est fait comme ça. Hein. Les gens, probablement que vous aussi, vous le vivez. Quand on va pas bien, on fait pas nécessairement les exercices, hein, prendre le bon bain chaud, puis avoir des conversations constructives avec mon ami. Hein. Souvent, on va être plus chialeux, on va être plus morose, on va être plus amorphe, on va s'isoler, hein, on va se coucher, écouter la TV, manger de la crème glacée. On n'a pas nécessairement les comportements les plus constructifs quand on n'est pas bien. Mm-hmm. C'est un mécanisme humain normal. Mais ça, quand ça s'accumule dans le temps, de mois, des années, à un moment où on a un point où on n'a pas le choix d'avoir de l'aide. C'est pas possible de s'en sortir seul. Et si l'aide n'arrive pas, c'est là, souvent, ou bien l'aide arrive, mais pas au bon moment, ou je suis pas prête, je suis pas ouverte, ben c'est là qu'on peut voir des passages à l'acte. C'est là que ça devient dangereux pour la personne. Puis j'imagine que, justement, cette ligne-là entre « je suis prêt » ou « je suis pas prêt à avoir de l'aide », cette ligne-là est très, très mince. Ouais. Et c'est un timing précis, j'imagine. Oui, quand même. Mais je dis pas que c'est une fenêtre qui dure tant de temps, puis on peut agir. C'est pas ça que je dis non plus, mais c'est plus un état. Moi, j'appelle ça l'autocritique, être capable de se voir. Je me vois que je vais pas bien. Ça, il y a un moment où on l'a plus, l'autocritique. Et c'est là l'importance d'avoir un bon réseau de soutien, des gens autour de soi à qui je fais confiance. Au moins une. Hein, c'est au moins une personne qui est capable de me dire, là, Amélie, ça fait 2 semaines que tu ne sors pas chez toi. Ça se peut-tu qu'il y a de quoi qui ne va pas? Tu veux-tu m'en parler?
Et ça, c'est dans le lien. Et c'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on intervient auprès des gens qui sont dans cet état-là, c'est de tenter de créer un lien. Parce que tout passe par là. Sans lien, il n'y a rien qui se passe. Puis c'est pour ça souvent que les proches vont soutenir pendant des années seuls des situations qui sont intolérables. Et on a tous une limite. Hein. On en a toute une. Ouais, Puis tout à fait. l'objectif, c'est pas de l'atteindre, hein, c'est d'agir avant. Ouais. Sébastien, dans les 3 années qui ont été plus difficiles, est-ce que tu as pu percevoir parfois des petites lueurs d'espoir de ça va remonter, elle va Ah, continuer à se battre, ou si vraiment dans les 3 ans, tu as vraiment senti une chute constante? non, c'était sur 3 ans, c'était une battante, Aube, et moi aussi. Sur 3 ans, elle en a essayé des affaires. Elle a changé sa médication parce qu'il y avait des chances que ce soit médical. Elle a tout fait, de la relaxation, de l'aide. Elle en a de l'aide psychologique. Elle en a fait des, des démarches. Sauf qu'elle est montée, elle est redescendue, ça allait mieux. Il y avait d'autres périodes, c'était mieux. On avait refait un voyage. Puis malheureusement, à un moment donné, un autre cocktail de médicaments a créé une crise d'anxiété généralisée. Ça l'a empêché de voyager. Elle est redescendue plus bas. Puis comme tu disais, Amélie, il y a un moment où une période quand même charnière où il y a encore de l'espoir et les choses peuvent aller mieux. Puis il y a un moment où là, il n'y en avait plus d'espoir. Est-ce que Mais tu l'as senti, ça? ah oui, ah oui, Est-ce ah qu'il oui, y a un moment, mettons, que tu dis ah oui, là, je pense que je l'ai échappé, puis que oui, ça oui, dégringole, puis oh, ouais. Bah, à partir du moment où elle refuse après toute aide possible, pouvait me dire tous les jours, il n'y a rien à faire, quoi. Chaque petit truc qu'on pouvait tenter, c'était il n'y a plus rien à faire. Pourtant, on se faisait des petits plaisirs quotidiens, d'aller bien manger, d'aller se promener, d'aller au théâtre, au cinéma. On est même allé jusqu'à New York. Mais quand dans la tête, ça va plus du tout, puis qu'il n'y a plus d'espoir, bah, c'est très difficile. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est toujours cette notion d'espérer qu'à un moment donné, ça aille mieux. Puis moi, je suis répété tous les jours, ça devrait y aller. Tu vas réussir à trouver l'aide qu'il te faut. Mais bah, c'est difficile, mais il y avait quand même encore de l'espoir. tu l'as dit, Jusqu'au Amélie, dernier jour, j'avais de l'espoir. tu l'as dit, Amélie, justement, il faut être capable de trouver la façon de se garder aussi la tête hors de l'eau. Parce que moi, j'ai beaucoup cette image-là où ben, quelqu'un qui est en train de se noyer, si tu plonges, puis que cette personne t'agrippe, puis te traîne vers le bas, ben, vous allez être deux. Il y a d'autres façons de faire. C'est un peu ça, l'image qui m'amène à voir de ce que Sébastien vient de dire. Ouais. Puis j'ai envie même d'ajouter au centre de crise, quand on intervient auprès d'une personne, on n'est pas seul. On est dans la pièce peut-être ou dans l'appel téléphonique, il y a 2 personnes qui se parlent, mais l'intervenant a un réseau de soutien. On est une équipe de travail, on travaille toujours en équipe. Puis le réseau est là, le communautaire est là, les services alternatifs. On se parle quotidiennement, constamment. Nous-mêmes, on n'est pas tout seul. Donc, quand un proche nous dit « ça fait des années que je supporte cette situation-là, puis j'ai l'impression d'être tout seul », on dit « il est temps de vous trouver une équipe ». Et là, il y avait ce que j'entends, c'est qu'il y avait beaucoup de musiciens, mais il n'y avait pas de chef d'orchestre. On prétend pas pouvoir être le chef d'orchestre, c'est pas ça. Mais en même temps, on a une spécialité. Hein. On est spécialisé dans ce qu'on fait. Et ces épisodes-là, on sait qu'est-ce que ça ressemble. Puis on connaît des avenues pour tenter de rendre ça un peu moins pire. Mais on n'a pas la prétention d'avoir la solution miracle. Hein. C'est pas ça. Mais rendre ça un peu moins pire, bien souvent, je vous dirais, c'est ce qui fait la différence. Parce que ça devient tellement étonnable. C'est important que tout le monde sache aussi que vous existez et qu'est-ce que vous pouvez offrir comme aide. Parce que je pense que moi, je n'ai pas eu ça comme réponse quand j'ai appelé au centre de crise à Montréal. J'ai pas
pas pensé que vous pouviez offrir tous ces services-là. Et c'est par manque de communication, là, peut-être. Ça se pourrait. Écoutez, moi, comme je vous dis, je peux pas spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps, tous les centres de crise n'ont pas les mêmes services. Mais en même temps, moi, je travaille au centre de crise de Québec. C'est le plus gros. Un des plus gros, je pense qu'il y en a un autre un petit peu plus gros que nous, mais on a pas mal tous les services possibles de crise. Ligne d'intervention téléphonique, hein, le téléphone avec des intervenants qui répondent 24/7. L'équipe mobile, l'équipe mobile, ce qui devient intéressant dans un cas comme celui-ci, c'est que 90% des gens qu'on va voir avec l'équipe mobile, c'est des gens non volontaires à avoir de l'aide. C'est des gens qui sont désespérés, qui n'envoient plus de solutions, puis sont plus capables. Puis que tout le monde s'inquiète autour, puis ils ne savent plus quoi faire. C'est 90% des gens qu'on va voir. C'est une équipe mobile, c'est 2 intervenants qui vont physiquement dans le lieu où la crise est. Donc, ça peut être à la maison, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, mais ça peut être sur un milieu de travail, ça peut être sur un lieu où il y a eu un événement grave, par exemple sur un accident de voiture, à l'hôpital, recevoir une mauvaise nouvelle à l'hôpital. On se fait appeler, pour ça je vous dis, on collabore avec toutes sortes de gens qui ne sont pas juste du public, de la communauté, mais aussi des entreprises. On travaille avec des écoles, avec des grandes corporations, mais tout ça pour dire que nous, on est là où il y a la crise. C'est vraiment ça. Puis l'hébergement aussi, on peut venir passer quelques jours et même des séjours peut-être plus prolongés dans l'objectif de diminuer la pression, de prendre du recul du milieu, sortir la tête de l'eau. Hein, Michel parlait de ça tantôt. Sortir la tête de l'eau, puis d'être entouré, puis se concentrer sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça, c'est quoi la prochaine étape. Hein, c'est quoi le prochain petit pas, puis par où on va aller. Puis le centre de crise, on a une connaissance du réseau un peu plus étoffée, hein, c'est nos collaborateurs. On peut ouvrir certaines portes et même créer des ponts des fois. Ouais. On en fait des appels. On ne peut pas aller à quelque part qu'on ne connaît pas qui existe. Moi, c'est une de mes phrases préférées depuis quelques temps. Là. Si je ne connais pas le centre de crise, je ne peux pas penser à appeler là. Je ne sais pas que ça existe. Sébastien, je voulais parler un peu. Oui, il y a eu le manque de médecins, tout ça, le manque de comme je vais prendre l'expression que tu dis, de chef d'orchestre, mais est-ce que vous avez fait des démarches auprès, par exemple, du CIUS, du gouvernement, du ministère de la Santé pour que quelque chose bouge? Pas seulement pour Aube, parce qu'elle n'était pas la seule. Elle était et elle n'est pas et elle ne sera pas la seule dans les prochaines années à avoir ce problème-là. Comme tu le sais, Michel, elle avait son émission de télévision accessible ou non. Aube, je dis, a été battante. Fait qu'elle a appelé, je pense, partout. Tous les CIUS, tous les médecins, des amis, tous les contacts qu'on pouvait avoir. Elle a écrit au ministre Dubé pour lui dire, pour lui expliquer sa situation, lui expliquer son désespoir. Et quand je relis la lettre aujourd'hui, je suis choqué de voir l'état où elle était rendue, à quel point elle voyait les choses venir. Ça, c'était l'année dernière, ça allait encore pas trop mal, mais elle voyait bien venir les choses, que sans aide, elle aurait jamais de médecin parce que son cas était trop compliqué, trop complexe, et que les médecins, elle avait pas de temps à perdre avec elle. Et qu'elle avait écrit au ministre Dubé une réponse politique, mais Laconique, ouais. laconique. C'est sûr que le système est engorgé, je le comprends, mais en attendant, on abandonne les personnes les plus fragiles de notre société. Et pourtant, des personnes qui peuvent apporter beaucoup à la société. Elle était fragile, mais elle apportait beaucoup à beaucoup de monde. Ouais, parce que puis je veux dire, il y a toi aussi là-dedans, dans le sens où fallait pas que tu te perdes, toi, en tant qu'être humain, dans tout ça. On essaye. Effectivement. Tu voulais ajouter quelque chose, Amélie? Oh, simplement dire que c'est normal de se sentir en colère quand c'est injuste. Hein. Je trouve ça important de valider que la colère, c'est une énergie qui peut être canalisée puis faire bouger les montagnes. Puis, la machine, on dit ça, c'est une machine, hein? La machine du gouvernement, la machine de la politique, c'est des machines, mais dedans, il y a des gens. Puis ces gens-là, ils aiment entendre des histoires comme ça parce que ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe. Puis je trouve ça important, là, le temps de radio qu'on a en ce moment, là, c'est justement là, je trouve qu'on a une belle plateforme pour parler d'histoires, de vécu, pour toucher les gens, pour que ça bouge, parce que c'est comme ça que ça bouge. Je vous dis que quand on attaque la machine, on ne peut rien y faire, on se sent impuissant.
On a l'impression d'être un rouage, là, puis qu'on n'a pas de, on peut rien y faire. Mais quand on raconte des histoires, quand on dit qu'est-ce qu'on vit, quand on dit comment ça se passe sur le terrain, souvent, c'est là que c'est mieux compris puis entendu, puis là, on cherche des solutions ensemble. Puis c'est là que les portes s'ouvrent. Mais je vous dis pas que ça va changer demain matin, hein, mais je crois qu'on peut au moins dire, on peut donner de l'espoir en disant, on en parle. Le paquebot de la santé est gros. Oui. Et un paquebot, ça se tourne pas sur un 17. Non. Mais encore, comme tu le disais, Amélie, ça prend une certaine volonté politique. C'est sûr. De vraiment le tourner dans le bon sens. Puis je t'écoutais, puis je me disais, on dirait que des fois, tout ce qui est politicien, haut placé au niveau de. Peu importe le ministère, on dirait qu'ils vivent pas la même chose que nous autres. On dirait qu'ils sont dans une bulle de je sais pas quoi, puis qu'ils sont pas terre à terre. Je veux dire, ils sont comme pas conscients de ce qui se passe dans le day-to-day des gens. C'est incroyable. Là, l'importance d'en parler, hein, j'ai envie de vous dire. Puis c'est gros, hein? Il y a beaucoup de monde. Juste le ministère de la Santé, je ne sais pas combien il peut y avoir de gens dans le ministère de la Santé. Oui, on parle du ministre de la Santé. C'est quelqu'un, oui, mais en dessous, ils ont toute une cellule de gens qui discutent, qui cherchent des solutions, puis eux, ils doivent être au courant de ce qui se passe. Puis s'ils ne le savent pas, on doit se faire un devoir de lever la main et de dire « Hey, regarde qu'est-ce qui se passe ici. » Là. Puis ça, je trouve que ça, c'est un bout qu'on peut faire, qu'on peut aller. Puis bon, moi, je m'en fais un devoir d'en parler, ça, c'est clair. On s'était donné environ une demi-heure pour parler de cette histoire-là. Sébastien, est-ce que tu avais autre chose que tu aimerais ajouter pour, ne serait-ce que peut-être donner espoir aux gens qui regarderont cette vidéo-là? Moi, je pense que, comme l'a très bien décrit Amélie, il y a des services, il y a moyen de se faire aider. Il faut savoir demander de l'aide. Dire, comme tu disais tout à l'heure, Amélie, quand ça va vraiment pas bien, à un moment donné, il faut dire stop, aidez-moi. Malgré tout ce qu'on veut garder comme image ou la peur d'un paquet d'affaires, savoir dire aidez-moi, stop, j'ai besoin d'aide, je crois que c'est le plus important. Ça prend de l'humilité, je pense. Ouais, Dans tout ça, exactement. de dire, de reconnaître qu'on a soi-même un problème, que ce soit un problème physique ou un problème en santé mentale, il faut reconnaître qu'on a un problème et se l'avouer pour être capable de se faire aider. Je ne me trompe pas, Émilie. Moi, je dirais que le plus important, c'est pas reconnaître qu'on a un problème. On entend souvent ça, il faut reconnaître qu'on a un problème. Mais des fois, c'est pas un problème, c'est humain de mal aller. C'est humain. Puis on a tous un niveau de tolérance différent. Puis ça veut pas dire que, oh, c'est un bel exemple, elle s'est battue toute sa vie. C'était son mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'elle vivait sa vie. Elle était une guerrière. Ça veut pas dire qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Ça veut juste dire qu'elle a gardé le volant de sa voiture en main toute sa vie. Elle a fait de son mieux pour le garder dans ses mains. Et moi, j'aimerais parler à ces gens-là là, qui ont le volant là, puis qui ne veulent pas le lâcher. Là. Ben, c'est normal à un moment donné d'avoir besoin d'aide. Tout le monde. Tu ne peux pas vivre une vie sans avoir besoin d'aide. Impossible. Et c'est humain, c'est normal. Donc, sachez qu'il y a des centres de crise qui existent, mais si ce n'est pas le centre de crise, ça peut être autre chose. Moi, j'ai envie juste de dire, osez, essayez. On verra ce qui va arriver, mais osez. Ouais. Puis, je sais qu'il y a un numéro de téléphone en fait, il y en a deux qu'on doit savoir et avoir en tête en tout temps. Le premier, c'est le 211. Plusieurs régions au Québec ont ce service-là. C'est un service où on a plein. En fait, c'est un répertoire d'organismes communautaires dans plein de domaines, dont celui de la santé mentale. Fait que si vous cherchez une référence, ben le 211 est un très bon départ. Et il y a aussi le 811 qui je pense que depuis le début de la pandémie, au niveau aide en santé mentale, c'est grandement amélioré. Parce Oui. qu'au début, on pensait que c'était seulement que et non, la santé pouvait être gérée au 811. Il y a les deux qu'on peut faire maintenant. Et en terminant, peut-être, non?
Ah, Michel, je t'entendais pas très bien. Je sais pas Ah, si c'est le cas aussi de excuse-moi. Sébastien. Oui. Ah non, Ouais. c'est que j'ai un appel Facebook en même temps qui Ah. sonne, fait que j'arrive pas à l'arrêter. Ah, là, on t'entend, Ah, par exemple. ah, Ouais, voilà, Caroline. il est arrêté. Donc, c'est ça, Amélie. C'est ça la joie du direct, j'ai envie de vous dire. Mais, Amélie, donc, est-ce que tu aurais une conclusion de ton côté pour Ben, écoutez, clore la discussion de ce matin? juste pour 8h, je trouvais ça intéressant d'ajouter 8h, option 1, info santé. Option 2, info sociale, pour travailler un travailleur social. Puis maintenant, il y a l'option 3, pour ceux qui sont sans médecin de famille, qui veulent avoir un sans rendez-vous dans sa région. Puis on peut avoir accès via cette plateforme-là à Pôle Santé, qui c'est un service spécialisé en santé mentale, accessible, puis qui n'ont pas une grosse liste d'attente en ce moment. Ça serait peut-être un bon moment. On parle d'un 24-72 heures de recevoir un coup de téléphone là, avec une équipe multi en santé mentale. C'est très intéressant. C'est gratuit, c'est public. Puis le Centre de crise de Québec, pour les gens qui vivent à Québec, 418-688-4240. Je sais que le lien va apparaître quelque part Ouais, on va tout mettre Facebook. ça, là. Toutes les références, on va se reparler après ce petit live-là, mais on va mettre les références du centre de crise oui, de Québec, mais aussi Mhm. du pendant provincial parce que Oui, il y a justement quelque chose au-dessus là, pour la province. On va mettre le 8 heures. On va tout mettre on va l'information tout mettre. là-dessus. Donc, les gens qui se sentent pas bien aujourd'hui, ben, dites-vous qu'il y a de l'aide de possible et profitez-en. Et comment j'allais dire, c'est ça, profitez-en. Elle est là, l'aide. Vous avez juste à faire certains coups de téléphone. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir accepté d'ouvrir cette partie-là de ta vie, de votre vie qui a été difficile dans les 3 dernières années. Chapeau. Merci de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup, Amélie, aussi, d'avoir donné des petits trucs aux gens pour dire qu'il y a des solutions. Il suffit de les trouver. Puis c'est pas parce que nous, on n'en voit plus qu'il n'y en a pas. Effectivement. Merci, Michel. Merci Merci, beaucoup à Amélie. vous deux. Merci à Eh vous bien, deux. merci, gang, d'avoir été là. On se retrouve mercredi prochain pour un café régulier. Donc, mercredi prochain, 16h. Bye bye.